j'ai choisi de vous faire découvrir la ville de Bar, nichée au pied du mont Saint-Odile. Elle compte près de 7000 habitants, parmi eux Michel. C'est un curieux qui n'hésite pas à pousser les portes cochères pour découvrir les cours barroises dont certaines sont de véritables bijoux. Mon coup de cœur à Bar, c'est la dernière tannerie. Nicolas est tombé dedans quand il était petit. Aujourd'hui, le cuir qu'il fabrique est vendu aux plus grandes marques. Côté jardin, Jean-Paul sème l'impatience et côté cuisine, Catherine fait table d'hôte et saura vous séduire avec sa tarte tatin, plutôt inhabituelle. Du côté d'ici, à Bar, c'est tout de suite. Bonjour Michel. Bonjour Caroline, ravi de t'accueillir dans cette jolie petite ville de Bar. C'est un endroit magnifique pour se donner rendez-vous, on est sur les hauteurs. Et on est gâtés. Ouais. Quelques rayons de soleil, quelques flocons de neige, qu'est-ce qu'on veut de plus? Michel, je vous préviens, est un Barrois averti qui s'y connaît, mais d'adoption. D'adoption. Un Strasbourgeois qui est arrivé à Bar après un long parcours, mais j'aime bien cette petite ville. Et puis ce qui est formidable quand on aime la nature, ici à Bar, les vignes, des châteaux, Mont-Saint-Odile, enfin c'est que du bonheur. On fait tout à pied. Hein, tout à pied ici, oui. On peut aller jusqu'au Champ du Feu à pied en une seule journée. J'ai l'impression que la richesse de Bar, eh bien, il faut pousser les portes, il faut s'enfoncer dans les cours. Oui, et par chance, celle-là était ouverte. C'est une des particularités de Bar. C'est un réseau de cours. Malheureusement, toutes les cours ne sont pas entretenues, mais quand elles le sont, comme on le voit ici, il y a une ambiance magnifique, hein, avec de vieux bâtiments qui se côtoient les uns les autres. Et, bref, il y a un charme fou dans ces endroits-là. En hiver, c'est déjà sympa. En été, ça doit être tout simplement exceptionnel. Ouais. Alors, ce qui est sympa aussi, comme on le voit derrière nous, là, c'est ces galeries en bois. C'est très caractéristique ici, c'est magnifique. Ou l'encorbellement, c'est-à-dire l'avancée du plancher de la maison avec des poutres en dessous. En fait, non seulement c'est beau, mais c'est une petite astuce. C'était une petite astuce pour agrandir la maison sans payer d'impôts. Parce qu'on était taxé sur la surface au sol. Et le fait d'avancer le balcon, vous ne payez pas. Et c'est resté. Alors on a effectivement en Alsace de magnifiques encorbellements et quelquefois on a même la structure, la poutre qui est terminée par une belle structure en bois, ou bien, ici derrière on le voit avec ce poteau Cormier de 1724, l'ange et le diable, mais quelquefois on a carrément une console taillée donc dans un bloc de pierre avec des figures étranges et tout. Et ça c'est magnifique. Hein. Voilà, derrière, là, on a la dernière tannerie de Bar, et sans doute la plus importante. Hein. Des centaines d'ouvriers travaillaient ici, hein, à la tannerie. Et le bâtiment qui est derrière nous, qui a été réalisé dans les années 1830, 1840, 1850 et remodelé, est magnifique. Hein. Il témoigne bien de cette époque napoléonienne, comme on dit. Vous ne m'en voulez pas, Michel, je vous abandonne quelques instants. Oui, voilà, je retrouve Nicolas, le propriétaire des lieux, qui va nous présenter cette dernière tannerie de Bar. Vous me suivez ? Merci Marcel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je vous présente Nicolas, le papa de cette tannerie de Bar. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Oui, je suis né dans une famille de tanneurs et les circonstances ont voulu que je me lance là-dedans en 1980. Et depuis, je suis tanneur à Bar. Alors Nicolas, voilà les pots, comme elles arrivent en fait. Voilà, elles sont issues de l'abattoir où elles ont été salées. Elles ont été égouttées pendant 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, elles sont triées, conditionnées, prêtes à l'emploi. Et elles se conservent par salage. Et heureusement, vous n'avez pas l'odeur. Et en fait, l'odeur s'améliore au fur et à mesure de la fabrication. Quand on arrive au produit fini, c'est un produit noble, l'odeur est sympathique, le toucher, etc. On a opéré la transformation de la peau en cuir prête à l'emploi pour la chaussure ou la maroquinerie. Vous avez encore des étoiles dans les yeux quand vous parlez de votre cuir. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime ça, hein. Sans ça, je ne ferais pas ça depuis le temps.
Chez Nicolas Degerman, on ne travaille que la peau de veau de grande qualité. Le tannage transforme cette peau en cuir grâce à des tanins. Ici sont utilisés les sels de chrome qui vont la rendre imputrescible et résistante à l'eau. Il ne restera plus qu'à lui donner la teinte voulue avant de devenir un sac, une montre ou une chaussure de grande marque. Nicolas, pourquoi est-ce que ces tanneries s'étaient installées à Bar? Historiquement, je crois que les tanneries étaient installées le long des cours d'eau. Et à Bar, la Kirnek a un pH assez bas, puisque c'est de l'eau de la montagne, et convenait bien pour les opérations de rivière et donc à la tannerie. Donc les tanneurs se sont installés là également pour les forêts de châtaigniers qui servaient à l'époque à fabriquer du tanin pour tanner les peaux. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous me disiez, il y avait encore 6 tanneries ici qui ont très vite disparu. Je crois qu'il y avait 6 tanneries à Bar. Elles ont assez rapidement disparu et aujourd'hui on reste dans la région 2 tanneurs, donc nous à Bar et les tanneries à Eschofeld. Et au début du XXe, quand le tannage au chrome est apparu, ça a été une hécatombe dans la mesure où beaucoup de tanneries n'ont pas réussi à passer le cap technologique. Et à l'époque, mon grand-père, pour apprendre le tannage au chrome et aller aux États-Unis, se faire embaucher dans une tannerie qui détenait ce savoir-faire et l'a ramené ici. Il a été malin, le grand-père, là. Oui, il a été malin, mais il fallait aussi être courageux à l'époque pour faire ça. C'était pas forcément tout le monde n'avait pas forcément envie de faire ça, quoi. Vous travaillez pour de belles marques, je crois. Oui, on travaille pour des marques prestigieuses comme Hermès, comme Chanel, comme Marni, Coats en Italie, Gucci. Vous êtes fier de vendre pour des grandes marques? Oui, c'est sympathique, ça a un aspect, c'est intéressant. Et puis de temps en temps, on voit nos produits en vitrine. Et ça, c'est toujours sympa. Qui l'eût cru? Ça se passe juste à côté de chez vous. Avant de retrouver Michel, je fais un petit détour par le musée de la Folie Marco. Cette maison était la propriété des frères Schwartz qui ont consacré leur vie entière à la collection d'objets d'art décoratifs. Aujourd'hui, le musée est tel qu'Henri et Gustave l'ont laissé à leur mort il y a 40 ans et c'est Floriane qui nous fait la visite. Bonjour. Je fais la bise. Quelle magnifique demeure. Oui, merci. Bienvenue à la musée de la Folie Marco. On est dans un cadre très chaleureux. Ça reste presque une maison d'habitation, effectivement. Ouais. Qui a habité ici? Alors, on a différents propriétaires. Les derniers ont vécu ici jusqu'en 1960, donc c'est quand même très récent. C'était les frères Henri et Gustave Schwartz. Ce sont eux qui ont meublé cette maison comme on peut la voir aujourd'hui. C'était des grands collectionneurs et comme ils avaient récupéré dans les années 20 une maison assez vide, ce sont eux qui ont quand même tout reconstitué. Le 19e au rez-de-chaussée, le 18e siècle principalement dans le grand salon ici du premier étage et le 17e siècle avec les belles armoires à 7 colonnes au 2e. Et ce nom de Folie Marco, ça fait rêver? Ça correspond à quoi? Alors Marco, c'est le nom du premier propriétaire de cette maison. C'était le bailli Louis-Félix Marco qui a fait construire cette maison au XVIIIe siècle. Et en fait, folie, tout simplement, ça dérive du latin folia, qui veut dire les feuilles, puisqu'au XVIIIe siècle, on était ici en dehors des murs de la ville, donc la maison a été construite sur un terrain qui était recouvert par la verdure, par les arbres, donc folia, folie. Ils étaient particuliers, ces frères Schwartz, quand même, hein? Et oui. Alors, le frère aîné, Henri, qui était notaire, il avait une des plus belles études notariales de Strasbourg. Le cadet, Gustave, dont nous nous trouvons ici dans sa chambre à coucher. Alors, c'était 2 frères qui étaient apparemment très proches. Ils ont toujours vécu ensemble, sont restés célibataires, n'ont bien sûr pas eu d'enfants, et sont décédés à 3-4 mois d'intervalle, en 1960 tous les deux. J'imagine par exemple très bien, quand je faisais l'inventaire des livres dans la bibliothèque en haut, je m'imaginais très bien le notaire Henri Schwartz assis au même bureau, très studieux, en train d'écrire ses lettres, en train de faire son classement, ses archives. Ça, c'est quelque chose que je m'imagine bien. Il y en a un que j'aime beaucoup, parce que ça a été une belle surprise en fait quand je l'ai inventorié, quand je l'ai ouvert. C'est un roman de George Sand qui n'a rien de particulier quand on le regarde comme ça, c'est un roman du 19e. Mais à l'intérieur, en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai eu une très belle surprise. Puisque, voilà,
Nous avons ici un petit mot de la main de l'auteur. Georges Sand a signé. Voilà, signé par Georges Sand, avec encore l'enveloppe avec le nom du destinataire juste à côté. Donc c'est un tout petit mot, voilà, c'est pas une très longue lettre, mais ça fait quand même un choc quand on tombe dessus comme ça par hasard. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent ici, à ton avis? L'authenticité, je pense. Une maison, une belle demeure en fait bourgeoise qui est restée, comme vous disiez, dans son jus. Donc on a vraiment l'impression, par exemple, que les frères Schwartz vivent encore ici et que tout à l'heure, il y a Gustave qui va venir, qui va débarquer dans son salon. C'est vraiment, ça reste une maison. Et c'est quelque chose d'assez original qui est très peu courant quand même encore aujourd'hui. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Vous revoilà avec votre plat à lasagne. Oui, exactement. Alors ce coup-ci, c'est la même terrine, enfin c'est une pareille hein, que pour les cactus, mais on va faire un semis, on va commencer à semer des impatiences. Ça, c'est un message codé. Oui, Je le sens. C'est une plante que j'aime beaucoup, c'est une plante annuelle. Alors il y a deux types d'impatience. Il y a les impatiences, disons, traditionnelles, qui sont surtout des plantes d'ombre. Donc ça, c'est intéressant au jardin, hein, parce que tous les endroits ne sont pas ensoleillés. Donc que vous trouvez dans différents coloris, du rouge, du rose, du blanc. Et ça fleurit de mai jusqu'au gelé. C'est annuel, ça veut dire qu'en fin de saison, on les arrache et on les met au compost. Et puis il y a les impatiences hybrides, donc d'obtention un peu plus récente, et les impatiences hybrides ont l'avantage de pouvoir être cultivées aussi en plein soleil. Ça, et là, on trouve aussi des très belles variétés à fleurs doubles et notamment des petites fleurs roses qui ressemblent à des petits boutons de rose. Et ce qu'il faudrait faire aussi, une fois que vous avez semé, pour garder vraiment une ambiance chaude et confinée qui est favorable à la germination, c'est de couvrir tout simplement votre terrine avec une vitre. Elle n'est pas évidente, j'ai l'impression, cette plante. Non, mais c'est toutes les plantes comme ça qu'on sème tôt. Elles ont un peu toutes les mêmes caractéristiques. Elles aiment bien la chaleur, elles aiment bien l'humidité, mais quand il y a excès, ça peut poser des problèmes. Oui, c'est comme tout. C'est comme tout. Jamais d'excès dans la vie. C'est pour Surtout ça que... l'humidité. Voilà. Pas trop d'humidité, c'est pas bon. Donc pensez lumière, chaleur, puis ça poussera. Et ensuite, quand vous aurez des petites plantes qui feront 4-5 cm de haut, mais on pensera à vous. Hein. Voilà. Vous les repiquez individuellement dans des petits godets. Et vous gardez ces petits godets toujours à l'abri jusqu'à la plantation au mois de mai. Et vous pourrez planter vos impatiences en massif, en bordure. Et si vous n'avez pas de jardin, ça va très bien aussi. On peut les planter en pot et en jardinière. Ah, ça me plaît. Nous sommes toujours à Bar en compagnie de Michel. Et Michel nous a tranquillement invités au coin du feu pour nous présenter ses derniers bébés. Les 1000 Il faut les dorloter au chaud. 1000 ans d'histoire de légende et de tradition orale. Une légende, contrairement à un conte qui est inventé, a toujours une base historique, mythologique ou folklorique. Et donc, ça donne toutes les légendes qu'on connaissait au milieu du 19e siècle, 570 récits, ça n'est pas rien. Nous venons de là. Hein, et ça montre à une époque où il n'y avait que la diligence en quelque sorte. Hein. Le cheval, tout se faisait presque à pied. La France était rurale, l'Alsace était rurale à 90%. Il faut imaginer ça. Hein. Donc, je mesure aussi le travail accompli par Auguste Stebert, qui était professeur certes, mais qui a pu rentrer dans les familles, se faire accepter, et que les familles aient pu compter tout ça. Certes, autour d'un bon verre de vin d'Alsace, à mon avis, ça aide, mais il a fait un travail tellement merveilleux qu'on ne pourra jamais lui être suffisamment reconnaissant de nous avoir laissé cet héritage. Merci Michel. Avec plaisir. Histoires, pour ces balades. Peut-être que si vous venez à Bar, eh bien, vous croiserez Michel au détour d'une cour avec son appareil photo, voire même en train de prendre la route d'un château aux alentours. On se retrouve ce printemps? Absolument. Et il y en a. À bientôt et merci. Merci. Moi, je monte sur les hauteurs de Bar, au Ovalde exactement, rencontrer Catherine qui nous réserve une petite recette qui va vous ravir. Bonjour Catherine. Bonjour. Je viens chercher un peu de chaleur.
est-ce que vous avez fait chauffer les fourneaux? On va faire une tarte tatin en compagnie de Catherine. On y va? Tout est chaud. Au chaud. Rien de tel qu'une bonne tarte tatin faite maison. Recette de Catherine. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette tarte tatin qu'on fait aujourd'hui? Donc c'est une tarte tatin aux figues et jambon de sanglier fumé. Et le jambon de sanglier est fait maison. Oui. Mon mari est marchand de gibier et fils de boucher charcutier, donc il fabrique lui-même le jambon de sanglier. Donc il faut de la pâte feuilletée, des figues, du jambon de sanglier. On peut éventuellement le remplacer par un autre jambon fumé, ou même je pense peut-être avec du foie gras aussi, pourquoi pas. Moi je rajoute également du gingembre, il faut un peu d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et on va faire revenir les figues dans l'huile d'olive à la poêle. Il faut qu'elles soient bien ramollies mais pas trop cuites pour qu'elles restent quand même encore un peu fermes pour la dégustation. Alors après les figues, on va déglacer le jus de cuisson avec du vinaigre balsamique. On dispose donc dans un plat à tarte. On va rajouter la pâte feuilletée au-dessus comme une vraie tarte tatin. On met ça au four, donc on laisse cuire. Puis on retourne la tarte avant de servir. Et là, on fignole en rajoutant des morceaux de jambon et du gingembre, sel et poivre. Vous avez grandi à Paris, Oui, mais vous avez des origines alsaciennes. tout à fait, oui. Mon grand-père est natif de Unavir. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il était sommelier au Fouquet's, où il a connu ma grand-mère d'ailleurs. Qui était tout le temps derrière ses fourneaux, hein, c'est ce Oui, que vous disiez. oui. Ouais. Qui était assez, je dirais, rude, exigeante, mais qui quelque part m'a donné peut-être cette envie de cuisiner. Ouais, j'en suis certaine que ça vient d'elle. Ouais. Vous aimez cet endroit? Alors, je pense maintenant sincèrement que j'aime beaucoup cet endroit. Je suis isolée. Il y a une sensation de liberté ici, le calme. Mais par contre, comme j'ai du monde qui vient à la maison, ça brasse quand même. Et j'ai l'impression de voyager sans bouger. Merci beaucoup pour ce moment culinaire, cette recette. J'espère que vous avez bien tout noté. Vous pouvez tout revoir sur le www.alsace20.tv. On se retrouve la semaine prochaine en plein préparatif du carnaval en Alsace. À bientôt. Au revoir. Au revoir.